Mes chers collègues, la parole est à Madame Laclais. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le PLFSS dont nous avons commencé l'examen cet après-midi est sans aucun doute un bel exemple de ce que vous avez, Madame la Ministre, porté depuis 2012 et que nous devons ne pas avoir peur de mettre en avant. Ce budget de la sécurité sociale pour l'an prochain s'inscrit dans une dynamique similaire à ses prédécesseurs. Parvenir à redresser des finances publiques très dégradées tout en ne sacrifiant rien, et même, je dirais, tout en parvenant à mettre en œuvre de nouveaux droits pour nos concitoyens. Nous le savons, notre système de santé est parmi les meilleurs au monde. Excellence des soins et des professionnels, qualité de la prise en charge, de la permanence des soins. Mais aujourd'hui, l'enjeu politique se dessine clairement. La primaire de la droite permet à chacun de se faire une idée de ce que sera notre sécurité sociale demain s'ils accédaient au pouvoir. Plus de dépenses à la charge de nos concitoyens, plus de dépassements d'honoraires, plus d'inégalités sociales et territoriales dans l'accès aux soins. S'il est un aspect, un seul, de ce projet de loi qui peut parler à tout le monde au vu des innombrables discussions sur le trou de la Sécu, c'est bien le retour à l'équilibre du régime général prévu dans ce texte pour l'an prochain. La trajectoire positive du Fonds de solidarité vieillesse pour les prochaines années est un élément complémentaire indiquant que nos finances sociales se dirigent indéniablement du bon côté. Sans cesse calomniée par la droite pour ses soi-disant prévisions non tenues, la gauche aura ainsi réussi le pari de boucher le fameux trou de la Sécu dont tout le monde parle. Un déficit qui s'élevait, ne l'oublions pas, pour le régime général à plus de 17 milliards d'euros à la fin 2011. Année après année, je ne vais pas ici revenir sur le détail des chiffres, l'engagement pour le rétablissement des comptes sociaux et les orientations stratégiques des politiques de santé ont permis de diminuer ce déficit. Un peu moins de 10 milliards en 2014 et en 2016, à peine plus de 3 milliards de déficit. Qu'en est-il pour l'an prochain ? Au niveau de l'ensemble des régimes de sécurité sociale, hors FSV, les recettes s'élèveront à 487,1 milliards d'euros pour 487,4 milliards d'euros de dépenses, ce qui correspond concrètement à 0,1% des dépenses du régime général, un résultat inédit depuis 2002. Dans le détail, l'amélioration concernera toutes les branches de la sécurité sociale. Un mot simplement sur l'assurance maladie. Le déficit de l'assurance maladie poursuit sa réduction en 2017 avec un objectif national de dépenses d'assurance maladie à 2,1%, soit le 4e taux le plus bas depuis la création de l'ONDAM en 1997. Les dépenses de maladie augmenteront donc l'an prochain à un rythme sensiblement inférieur à celui des recettes sociales. Ne nous trompons pas. Si l'ONDAM a été relevé pour 2017, ce n'est en rien pour des raisons clientélistes, comme nous l'avons si souvent entendu ces derniers jours. Il s'agit ici de prendre en charge les dépenses nouvelles, qui viennent en complément des dispositifs en vigueur actuellement. Entrée en vigueur de la nouvelle convention médicale, avec la revalorisation des honoraires de médecins généralistes, revalorisation du point d'indice dans la fonction publique. Enfin, et afin de couper court aux attaques infondées, que le fait que ces prévisions ne se réaliseraient pas, rappelons que depuis 2012, les résultats de la Commission des comptes de la sécurité sociale ont été à chaque fois en deçà de vos prévisions initiales. Au-delà de ces chiffres généraux, je tiens à revenir sur 2 points particuliers qui illustrent les actions qui ont été celles du gouvernement et celles des députés de la majorité. Améliorer le sort des Français, et notamment de ceux qui vivent les situations les plus complexes, est une affaire de patience. Le grand soir législatif n'existe pas, mais loi après loi, le changement est réel. Nous avons la semaine dernière voté l'acte 2 de la loi Montagne. Au-delà du rare exemple d'union que nous avons su donner ici autour de la thématique des montagnes et des montagnards, ce texte a contribué à améliorer la situation de nombreuses professions. Les saisonniers en font partie. Ils sont en France plusieurs millions à enchaîner des contrats dans l'agriculture, le tourisme, le BTP, les transports. Des avancées ont été obtenues pour eux dans la loi travail, des avancées ont été obtenues pour eux dans la loi Montagne. Notre PLFSS 2017 s'inscrit dans cet objectif de progrès et je vous en remercie. L'enjeu, à l'article 39 de la loi, est tout simplement de faciliter la gestion des droits sociaux de ces saisonniers qui tantôt dépendent du régime général,
tantôt du RSI, tantôt de la MSA, et qui doivent actuellement changer de régime à chaque contrat. C'est d'une complexité sans nom. Cela n'apporte rien ni aux saisonniers, qui doivent à chaque contrat refaire tout son dossier d'affiliation, ni aux gestionnaires des régimes, qui refont eux aussi les dossiers. Et pourtant, le sujet de la caisse pivot est souligné depuis plus de 20 ans. Rappelons le rapport de M. Guémard de 1994. Nous savons pouvoir économiser plusieurs millions d'euros de frais de gestion en évitant ces nombreux changements de régime. Limiter ces mutations interrégimes sera donc un progrès considérable et sera d'autant plus efficace que nous fixerons une règle assez longue pour les délais de maintien dans le régime initial. La proposition garantit aussi aux travailleurs saisonniers le maintien des prestations et des prises en charge, y compris lors des changements de régime. Cette assurance est elle-même un progrès qui sera apprécié par les salariés qui sont parfois parmi les plus précaires de notre pays. Je salue, Madame la Ministre, votre pragmatisme et votre écoute sur cette question sur laquelle, je l'avoue, je me suis montrée très insistante. Dans le même ordre d'idées, l'extension des possibilités de retraite progressive aux salariés ayant plusieurs employeurs est là aussi une mesure de justice sociale en faveur des salariés aux carrières moins linéaires que d'autres, situation qui risque de se rencontrer de plus en plus souvent dans le futur. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais insister est celui des déserts médicaux. La démographie médicale est une question capitale pour notre pays. Les déserts médicaux deviennent une réalité pour bon nombre de territoires ruraux, de montagne, mais aussi urbains. Le nombre de médecins généralistes diminue pour des raisons de spécialisation et de vieillissement des professionnels de santé, en même temps que la population vieillit aussi et demande plus de soins. Aujourd'hui, la densité moyenne est de 334 praticiens pour 100 000 habitants. Mais cette densité est une moyenne. La réalité de l'offre de soins sur les territoires montre une grande disparité entre les départements. 798 médecins pour 100 000 habitants à Paris, seulement 180 dans le département de l'Eure. Il existe donc bien une fracture médicale qui oppose les villes aux campagnes. En 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a recensé 192 zones sinistrées qui concernent 2,5 millions de Français. Cette situation est encore plus vraie s'agissant des habitants des territoires comme les zones de montagne que je connais bien. Or, l'État doit garantir une proximité des soins et une réponse aux urgences médicales sur l'ensemble du territoire national. C'est une question d'égalité des citoyens. Depuis 2012, de nombreuses mesures ont été prises pour inciter les installations de médecins dans les secteurs en tension. Le dispositif Pacte Territoire Santé a été mis en place. Je veux simplement rappeler les mesures déjà prises. Augmentation des contrats d'engagement de service public, développement des contrats de praticiens de médecine ambulatoire, installation et création des maisons de santé dans ces zones. 708 ont été créées en 2015. Ces mesures incitatives portent leurs fruits, mais la situation, nous le savons bien, reste tendue. Dans ce contexte, il me semble qu'il faille se garder des fausses bonnes solutions, se garder de mesures coercitives. Nous risquerions alors de voir le développement accéléré d'une médecine à deux vitesses, où certains patients ne pourront pas se faire rembourser les actes médicaux qui leur sont prodigués, sans pour autant régler le problème des déserts médicaux. Il faut plutôt renforcer les mesures incitatives à l'installation, trouver un équilibre entre le principe de libre installation et l'impératif d'égalité devant l'offre de soins sur l'ensemble de notre territoire. Je veux prendre pour exemple une mesure pour laquelle je me suis particulièrement engagée, et là aussi, Madame la Ministre, où votre écoute a été déterminante. La création, notamment dans les territoires de montagne, d'une garantie de revenus mise en place pour donner une nouvelle attractivité aux zones touristiques isolées à forte variation de population, comme les stations de montagne. C'est un bel exemple à suivre pour que le maintien de l'offre de soins soit garanti sur une base contractuelle et non coercitive. Nous ne devons pas nous exonérer d'une réflexion, fût-elle complexe, en renonçant en revanche à céder à une simplicité de l'instant aux conséquences désastreuses pour l'avenir et qui ne ferait qu'une fois de plus dresser ces zones urbaines comme zones rurales et de montagne. Surmonter nos handicaps plutôt que de prendre chez Paul pour essayer de couvrir Jean. Je pourrais citer également le travail que vous avez fait sur l'organisation et la prise en compte des temps de trajet pour les infirmières libérales dans ces mêmes zones de montagne. Voilà les exemples que je souhaiterais que nous prenions pour nous appuyer sur de nouvelles bases de réflexion et non nous contenter d'une mesure qui pourrait paraître sur l'instant intéressante, mais qui, j'en suis persuadée, ne nous donnera pas la solution à l'installation pour des médecins dans nos zones de montagne. Le débat
nous permettra, j'en suis persuadée, d'améliorer encore ce texte, comme ce fut le cas en commission, avec notamment les mesures relatives aux retraités aux revenus modestes. Mais d'ici là, Madame la Ministre, je peux d'ores et déjà vous assurer du soutien du groupe socialiste et apparenté pour voter ce texte. Merci.